Avec le groupe des Maîtres du Monde, le groupe Ex Nihilo, dans les années 70, je dirais 79 à 90, on a passé notre temps à hacker les studios de production vidéo. Et en fait, le monde nous a rejoints. Dans les Maîtres du Monde, il y avait qui dans les Maîtres du Monde? Dans les Maîtres du Monde, dans Ex Nihilo, c'était Ergenizik, et puis les Maîtres du Monde, c'était Jérôme Lefduc, qui a continué d'ailleurs. Qui a fait L'œil du cyclone, la grande édition. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. C'était Jérôme Lefduc qui a participé à l'émission de L'œil du cyclone, et surtout là, qui ce jour-ci présentait tous les reportages qu'il a fait sur Imagina pour Canal+. Mais il y a beaucoup les Machinima qui sont donc des œuvres artistiques, des vidéos faites avec des moteurs de jeux vidéo, et notamment Second Life. C'est ça? Absolument. Mais c'est pas ça. Jérôme a fait, j'ai dit quoi, non? J'ai dit Machinima, non, qui a fait, excuse-moi, le festival, tu sais, le festival d'images de synthèse. Imagina, d'accord. Imagina. Ouais. Et on va peut-être avancer un petit peu, parce que, donc là, tu es au Canada. Qu'est-ce que tu fais au Canada, rapidement? Alors, je suis actuellement, alors en fait, je suis un no-note. C'est une histoire rigolote, à chaque fois c'est une histoire rigolote. En fait, je me définis comme étant un no-note, c'est-à-dire je suis une sorte de voyageur au long cours de la noosphère, de la sphère de la spiritualité et de l'information, que j'explore depuis 30 ans. Et dans mes pérégrinations dans le cyberespace et dans l'espace noosphérique, j'ai développé un certain nombre de dispositifs que j'appelle des nooscaphes. Donc là, dans les images qu'on voit derrière moi, je suis à bord de mon nooscaphe, je dirais light, que j'ai transporté ici à Montréal. Et en gros, c'est quoi un nooscaphe? C'est quoi le nooscaphe? C'est ta chaise? C'est un engin. D'ailleurs, vous êtes tous dans un nooscaphe. Actuellement, vous êtes dans un nooscaphe, c'est-à-dire dans un dispositif qui sert à explorer et à voyager dans les sphères informationnelles et entre autres dans le cyberespace. Donc actuellement, la salle dans laquelle vous êtes tous est un nooscaphe qui est branché sur le cyberespace, et nous sommes en train d'explorer ensemble, de naviguer ensemble dans un nooscaphe, dans le cyberespace. Et en fait, j'ai obtenu une aide pour transposer un de mes nooscaphes principaux qui s'appelle le No Museum, qui est un musée virtuel pour des temps réels, qui existe en hypermédia, c'est-à-dire qui existe à la fois dans OnLive, dans les OpenStream et en web 3D sur Unity, sur un logiciel, alors je suis désolé, je suis obligé de parler geek, sur un logiciel 3D qui met sur le web, et je suis là pour le transposer dans un nooscaphe extrêmement puissant, qui est la Satosphère, la Satosphère ici à Montréal, qui est une sphère immersive, un peu comme la géode, et où je dois développer en fait une version spéciale du No Museum pour pouvoir l'explorer à travers le dispositif immersif de la SAT ici à Montréal. C'est quoi le No Museum? Alors, le No Museum, alors je veux juste quand même, parce que c'est la coutume, je suis censé faire ça, je vais le faire d'ailleurs, je vais citer mes sponsors. Petite page de pub. Petite page de pub, c'est une bourse qui est un prix, enfin c'est pas un prix, c'est un séjour artistique, une résidence artistique. Alors, je suis dans un endroit magnifique, qui est l'atelier Cormier, l'atelier Ernest Cormier. Et c'est un séjour artistique c'est la première année qu'il a lieu. Et il est facile à obtenir, enfin il est facile, il y a deux lauréats chaque année. Et c'est en collaboration avec l'Institut français, la CALC ici à Montréal, la Gaîté Lyrique, le Cube, Orobero et la SAC. Voilà. Comme ça, c'est les 4 groupes qui financent ce séjour artistique. Ouais. Mais alors sinon, je me demandais qu'est-ce que c'est le No Museum? Oui, parce qu'on voit qu'il y a écrit No Museum en bas à droite, là, sur notre écran. Oui. Non, No ouais, on te voit avec des... Tu as des branchies, tu as des espèces de trucs sur la tête. C'est pas... Oui. Ça va? Ouais. Bah oui, c'est normal, hein. J'ai des dispositifs qui permettent de survivre dans le cyberespace et naviguer dans le cyberespace. Et donc le dispositif dans lequel nous sommes actuellement, c'est une partie du No Museum, enfin ce qui reste du No Museum dans Second Life. Donc je vais juste quand même faire, je ne sais pas qui c'est qu'il y a dans la salle actuellement, est-ce que tout le monde sait ce qu'est Second Life? L'endroit dans lequel nous sommes. Levez la main si vous voulez des petits détails sur Second Life. Non, c'est bon, ils sont regardés. Ils sont regardés, donc j'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est Second Life.
Et vous êtes combien alors? Vous êtes plus de 5? Oui, ils sont 100 et 300. 400 là. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Bon alors, vite fait, je vous montre. Donc, Eldon, alors, actuellement, le dispositif est assez complexe puisque je suis en train de vous parler à travers Hangout de Google. Donc, c'est assez intéressant. On a mis pas mal de temps à connecter tout ça. C'est-à-dire, malgré le fait qu'on est au XXIe siècle dans une civilisation cyberpunk, parce que vous êtes tous des cyberpunk, je ne serais pas étonné que personne dans l'assistance, enfin qu'il y ait des personnes dans l'assistance qui n'aient pas de logiciel piraté. Donc on est dans un monde qui a transformé les gens qui n'ont pas de logiciel piraté. La science-fiction a rejoint le réel, hein, heureusement d'ailleurs. Le cyberpunk a rejoint le réel, ça c'est un des phénomènes de la science-fiction intéressant, et c'est d'ailleurs nettement plus intéressant que le post-apocalyptique. Hein. C'est-à-dire qu'on constate que le post-apocalyptique ne s'est pas réalisé, la guerre nucléaire n'a pas eu lieu, mais par contre, le cyberpunk, on est en plein dedans. Donc ça c'est assez génial, mais malgré le fait qu'on soit au sommet de la technologie, bah, c'est assez complexe, même dans un lieu comme ici, avec tout ce qu'il faut pour réussir à connecter tout ça. Et donc là, actuellement, le son passe par Hangout de Google, et l'image vient de Second Life. Et malheureusement, je crois qu'il y a un problème de son, on ne peut pas avoir l'ambiance sonore. Non, on n'a pas pu récupérer l'ambiance sonore, désolé. Ouais, l'ambiance sonore ne passe pas. Alors c'est un peu dommage pour tout à l'heure, mais c'est pas très grave parce que l'autre espace dans lequel on va aller, qui sont les open sim, il y a un travail sonore de Casey Webster assez sophistiqué. Bon, enfin, on y reviendra. Et là, je vous fais très vite l'espace dans lequel on est. C'est-à-dire ce qui est très intéressant avec les univers 3D temps réel immersifs comme Second Life. Alors j'insiste aussi sur cette chose-là. Second Life, ce n'est pas une seconde vie. Et ce n'est pas fini. C'est-à-dire qu'au plus fort du buzz médiatique, entre 2007 et 2009, il y avait 500 000, on estime à 500 000 aficionados connectés. Actuellement, sur Second Life, il doit y avoir à peu près 700 000 aficionados. C'est-à-dire qu'il y a plus de monde connecté sur Second Life actuellement qu'il y en avait au plus fort du buzz. Mais par contre, c'est très peu de gens. Il y a très peu d'utilisateurs de Second Life. On regarde par exemple des MMORPG comme World of Warcraft. Et ce que je dis souvent, c'est que Second Life, il faut d'abord le raisonner comme un outil. C'est un outil informatique, c'est un logiciel, comme Photoshop, et c'est un Photoshop à faire du cyberespace. Et une des utilisations de Second Life qui est extraordinaire, c'est pour faire de la pédagogie. Et pour enseigner, en particulier, il y a de plus en plus d'enseignants qui vont s'en servir, on va y arriver. Et là, j'ai reconstitué le tableau des mines de Velasquez. Je l'ai décomposé en 3D. Alors, je vous fais très vite, juste avant qu'on parte pour aller voir les open sim. Et là, je me dirige vers le fond du tableau. Donc, Eldon va me suivre, l'équipe va essayer de suivre avec la caméra. Eldon, qui est dans l'avatar de Hélène de Bipoul, va essayer de suivre avec la caméra mon commentaire. Alors, si on zoome, si on se concentre sur Velasquez au milieu, vous voyez, la question est, qui Velasquez est-il en train de regarder? Ben, Velasquez est en train de nous regarder, nous. Mais qui sommes-nous? Ben, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas qui Velasquez est en train de peindre, parce que le tableau nous tourne le dos. Nous qui nous tenons devant la décomposition 3D ou devant le tableau au Prado. Mais, si on zoome, qu'on se déplace vers le fond de la pièce, Velasquez a peint un miroir. Et qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Et bien, si on se retourne, le miroir reflète le tableau. Et qui voyons-nous dans le tableau? On voit le roi et la reine d'Espagne. Ça veut dire que chaque fois que vous vous tenez devant ce tableau, que ce soit au Prado, en Espagne, ou ici, devant sa décomposition 3D, nous sommes les rois et les reines d'Espagne. Nous sommes les avatars du roi et de la reine d'Espagne. Velasquez, d'une certaine façon, a anticipé, a reproduit un processus immersif et on va dire, exprimer ce que vont devenir les jeux vidéo un peu plus tard. C'est-à-dire Velasquez, en étant un peintre réaliste, est en train de générer un processus immersif où il fait un jeu de mise en abîme conceptuelle où nous devenons des avatars du roi et de la reine d'Espagne. Alors l'autre truc que je veux dire sur ce tableau, je vais vous le révéler parce que c'est un secret. C'est pas un secret d'ailleurs, c'est un truc caché. Un truc un peu genre Da Vinci Code. Bon, évidemment, ce tableau, pour l'analyser, alors là, je viens de vous faire une démonstration de l'utilisation d'un dispositif immersif 3D temps réel avec avatar en téléconférence, on est en téléconférence, à vocation pédagogique. Je vous fais juste un truc parce qu'il n'y a que Yann Min qui le sait, ça pour l'instant, et maintenant vous allez savoir vous aussi. Si je rentre à l'intérieur du tableau, je
je constate que, vous voyez, il y a un personnage au fond de la pièce qui est, on va dire, Don José Nieto Velázquez. Et toutes les perspectives du tableau, si vous regardez la reproduction du tableau, il faut regarder la reproduction du tableau qui est à gauche, elle donne juste à gauche de la scène, hein, il y a une reproduction complète du tableau. Si vous regardez la reproduction du tableau, en fait, toutes les perspectives convergent vers, et la lumière, le fait qu'ils sont en contre-jour dans le cadre de la porte, Velázquez attire le regard vers ce personnage-là. Et Arras et Foucault, les deux critiques d'art, disent Don José Nieto Velázquez qui est en train de repousser le rideau au fond de la pièce. Et alors, donc ça, c'est un truc biblique. Si je regarde ici, à la gauche, là, je suis devant. J'ai récupéré le tableau en très haute def sur Google Earth. Il existe en très très haute définition, ce que ni Arras ni Foucault ne pouvaient faire à l'époque, ce qui m'a permis de zoomer jusque dans la toile, au niveau même de la main de Don José Nieto Velázquez. Et là, si vous voyez sa main, on s'aperçoit qu'il n'a pas la main en train de repousser un rideau, il est en train d'ouvrir une porte. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, là, au fond, il y a une porte. Alors là, c'est top. Moi, je me suis éclaté en découvrant ça, parce que c'est un tableau qui a été extrêmement analysé et chroniqué. Et du fait que je le regarde à distance via le cyberespace, me donne accès à une information que les critiques d'art n'ont pas vue, n'ont pas remarqué, en fait, depuis qu'il est chroniqué. C'est qu'en fait, il n'est pas du tout en train de repousser un rideau. Alors vous me direz, oui, mais on s'en fout. Quelle différence qu'il ouvre une porte ou qu'il repousse un rideau. Et alors là, c'est encore plus top, c'est que le fait que je le décompose en 3D, alors je vais vous montrer, alors c'est beaucoup mieux dans la version Unity, mais là ça marche aussi. Si on se rapproche de l'escalier, si je commence à décomposer le tableau en 3D, il y a quelque chose qui cloche. Alors, il faut se rapprocher de la porte et de la main de Don José Nieto Velázquez ici dans l'encadrement de la porte. En fait, si on regarde la porte par le côté, par le côté droit, on s'aperçoit que la poignée de la porte n'est pas à la bonne hauteur. C'est une porte qui est faite pour un nain ou un enfant. La poignée de porte correspond à la hauteur d'un nain et d'un enfant. Donc Velázquez est en train de nous dire, dans le palais d'Alcazar, là, au fond, Don José Nieto Velázquez est en train d'ouvrir une porte pour une pièce qui est dédiée aux nains et aux enfants. Et il y a un nain et un enfant, précisément dans cette salle. Alors, quelle est la réponse? Ben, je ne la connais pas parce que l'Alcazar a brûlé, et donc on ne saura jamais, sans doute, quelle était cette pièce vers laquelle, de façon cryptée, Velázquez nous attire le regard. Par contre, alors c'est pour ceux qui veulent chercher, hein, les plans du palais sont dans les caves du Vatican, comme d'habitude. Le grand secret là. Donc ça, c'était juste une aparté, une petite histoire, on pourrait rester toute la journée sur le tableau, et là, maintenant, on va quitter le Second Âge. Donc c'est bien le fait que le son soit dans Google Hangout, fait que du coup, on ne va pas se perdre pendant la déconnexion. Et donc j'invite Eldon à quitter le Second Âge, donc on est maintenant dans les OpenSim. Est-ce que tu peux nous réexpliquer la différence entre Second Life et les OpenSims? Alors voilà, justement, ouais, je vais faire ça pendant qu'on fait la déconnexion, et que je me reconnecte. Alors ce qui est très intéressant et qui est vraiment une histoire cyberpunk, moi j'adore. Si on commence à suivre l'histoire de Second Life, on est vraiment dans quelque chose d'énorme qui est en train de se développer en ce moment, et qui correspond à nos plus grands, je dirais, vraiment à un imaginaire fantasmatique cyberpunk. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Philippe Rosell invente Second Life, d'ailleurs en partie inspiré, c'est intéressant. Philippe Rosell, c'est le créateur de Second Life, il avoue du bout des lèvres, hein, il avoue qu'il a été un peu inspiré par un roman de science-fiction. Un roman de science-fiction qui s'appelle Snow Crash de Neil Stephenson, qui met en scène ce qu'on appelle les métaverses. Et en fait, il y a donc un héritage de science-fiction dans Second Life. Et Second Life ressemble du fait qu'il y a une économie, et on appelle souvent dans Second Life un métaverse, du fait qu'il tire son inspiration donc, du samouraï virtuel de Neil Stephenson. Et alors donc, c'est une société privée à San Francisco, il y a une économie, et le défaut de Second Life, c'est qu'effectivement, si Linden Lab, la société qui a créé Second Life, disparaît, alors c'est plusieurs millions de dollars. Il faut penser que les transactions financières générées par Second Life, chaque année, sont de 3 ou 4 millions de dollars, si je ne me trompe pas, enfin, c'est pas rien. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 5 ans,
Linden Lab va mettre en open source le viewer, le simple viewer, c'est-à-dire le navigateur qui permet de voir des avatars dans Second Life. C'est-à-dire le moteur 3D du Second Life va passer d'une certaine façon dans le domaine public, qui va être offert à la planète, un peu comme le PCPIP a été offert par l'armée américaine au monde entier, ce qui a provoqué la naissance de l'Internet. Et bien là, on a Linden Lab qui file en open source tous les codes qui permettent à des développeurs dans le monde entier de pouvoir, comment on va dire, de pouvoir développer, créer, enrichir leur logiciel. Excusez-moi, parce qu'en même temps que je suis en train de vous parler, je suis en train de naviguer avec mon avatar. Il est quelle heure chez toi? Je ne t'ai même pas demandé, je vois qu'il n'y a personne dans la pièce où tu te trouves. Il est 9h35 du matin, et je suis venu depuis 6h. Et donc là, elle ne nous entend pas. Il y a Christine Webster qui est là. Et en plus, tu as changé de... Enfin, excuse-moi, mais tu as changé de sexe? Je te vois en... J'ai changé d'avatar, absolument. C'est mon avatar féminin. C'était rapide. Ah ben oui, j'ai pas eu le temps de vous montrer tous les avatars. Ouais. Voilà. J'ai pas eu le temps de vous montrer tous les avatars. Mais c'est pas très grave, on va avancer parce que le temps presse. Et donc je vous disais, ce qui est très important, c'est que là, donc, on vient d'émerger dans ce qu'on appelle les open sim. Alors, pour comprendre ce que sont les open sim, il faut donc, j'étais en train de vous expliquer que Linden Lab a mis dans le domaine public leur moteur. Et en fait, il y a une communauté internationale actuellement qui est en train de développer des moteurs, de l'enrichir, de créer surtout d'autres serveurs. C'est-à-dire et des serveurs privés, libres, qui ne dépendent pas de Linden Lab. Et au début, il y avait quelques serveurs éparpillés sur la planète. Et là, maintenant, les serveurs se fédèrent. Donc, on appelle ça les open sim. Et non seulement les open sim sont des groupements de sims, donc de terrain, mais ils ont créé ce qu'on appelle l'hypergrid, qui permet aux avatars de passer d'open sim en open sim. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un serveur qui est hébergé en Espagne à un serveur qui est hébergé en France ou à la Francophonie. Et donc là, actuellement, on est sur la Francogrid, c'est-à-dire c'est la plus grosse association francophone française d'OpenSea, hein, qui se sont regroupés, ce sont des talents, des créateurs qui se sont regroupés, des développeurs, pour favoriser, faciliter l'utilisation, l'intégration et surtout l'utilisation des mondes virtuels de ce type-là. Et il y a beaucoup d'enseignants qui s'en servent, hein, il y a beaucoup d'expérience. Et donc, nous avons, il y a quelques années, il n'y a pas quelques années, il y a quelques mois, on a fait le premier festival dématérialisé de science-fiction, qui était le festival de Roanne, festival créé par Joe Taboulet. Et ce festival, on a créé la version OpenSea, en fait, du festival de science-fiction de Roanne. Donc, tout autour de nous, actuellement, si vous déplacez la caméra, si Eldon déplace la caméra, il y a à la fois des écrans vidéo avec des reportages sur des auteurs de science-fiction qui ont été tournés par Claude Ivance. Claude Ivance a fait une série de reportages avec Jean-Marc Mimine et d'autres auteurs francophones qui sont disponibles, qui sont visibles dans l'espace. Et puis il y a énormément de graphismes, hein, d'illustrations, d'illustrateurs qui ont contribué à ce... Alors, c'est un truc que pour les artistes, pour organiser des festivals, les mondes virtuels, qu'est-ce que font les gens? Qu'est-ce que vous faites dans les mondes virtuels? Alors là, justement, je vais faire une petite aparté quand même. Christine ne nous entend pas parce que justement, ça c'est le défaut, c'est que la voix passe par un autre canal. Et du coup, elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc Christine Webster est la créatrice qui a fait l'environnement sonore de ce lieu, que malheureusement on n'entend pas, qui est très riche, et qui est un environnement immersif, une sorte d'itinéraire musical et sonore, qui est de très très bonne qualité, que malheureusement nous ne pouvons pas entendre. Et il y a aussi Shari Manga, qui a contribué à créer des architectures comme Jenny Billis. Et donc d'ailleurs, si Eldon pouvait les prévenir dans le chat du navigateur, hein, parce que vous voyez, ils nous disent bonjour, hein, salut. Malheureusement, ils n'ont pas de feedback de notre part. Ils savent que nous sommes en train de les observer. Vous voyez les avatars autour de nous, ceux de Claudius Utopie, Lichifil, de Mipou. Et que font les gens dans ce monde-là? Eh bien, c'est un réseau social
C'est-à-dire que c'est un système qui permet de se rencontrer, d'avoir des relations sociales dématérialisées, un peu plus sophistiquées du fait de la présence d'avatars 3D que ce qu'on peut faire dans Facebook. Et puis, et alors ça, je terminerai là-dessus, justement, qui est l'histoire de la non-individualisation, les égrégores, les phénomènes paranormaux qui se passent à l'intérieur de Second Life, les OpenSim quand ils utilisent de façon intensive. Et puis, ce que font énormément de gens aussi, c'est donc, comme je disais, de la pédagogie avec les OpenSim et de monter des galeries. En particulier, c'est intéressant parce que c'est des évolutions d'Internet. L'Internet a permis, en fait, à exploser littéralement toutes les anciennes hiérarchies artistiques. Avant, moi, j'ai connu une époque où pour pouvoir exposer, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir qu'on était un créateur, un artiste, un musicien ou un peintre, on était obligé de passer par les institutions, par la validation de l'institution, des musées. Et quand les institutions, les galeries ne nous exposaient pas, ben on n'existait pas. L'Internet nous a permis à tous, en fait, de pouvoir communiquer horizontalement et de pouvoir exposer, de pouvoir présenter nos œuvres et de pouvoir rencontrer notre public par devers des institutions. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène énorme qui est en train de se produire, c'est que tout le monde, mais vraiment tout le monde, à grande échelle, chaque planète Terre, devient artiste et créateur et communique avec son public. L'Internet a permis, cet outil-là, nous a permis de détendre notre champ de communication, notre champ de création, à une échelle plus grande et de ne pas réserver aux professionnels, aux artistes, aux spécialistes des réseaux, aux anciens réseaux, la possibilité d'exprimer de l'information complexe. Parce que ma définition de l'art, c'est que l'art, c'est le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité. Une définition de l'art inspirée de la cybernétique. L'art, c'est du traitement de l'information à un niveau très 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 élevé. C'est pour ça que je fais référence à la noosphère, à la fois d'un point de vue, je dirais, rationnel, on traite de l'information, on communique des informations précises, quantifiables, mais aussi d'un point de vue métaphysique. L'art est connecté sur l'âme même, l'essence même du vivant. Et le vivant, c'est l'information. La vie, souvent je dis ça par provocation, mais c'est très, très pensé, c'est que la vie, c'est de la matière informée. La vie n'existe pas. La vie, c'est de la matière informée. Et donc l'information est présente même dans les structures fondamentales du vivant. Et on ne sait pas ce que c'est, l'information. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de réduit. Il ne faut pas le réduire, comme l'ont fait beaucoup de penseurs français. Les philosophes français de la modernité sont un peu pénibles, parce qu'ils sont soit empruntés, ils sont encore empêtrés dans les résidus du christianisme, enfin, je veux dire, d'un christianisme un peu primaire qui établit une défiance vis-à-vis des technologies et de la science, et aussi les résidus du marxisme. C'est-à-dire que l'évolution des technologies, la cybernétique, tout ça ne serait que le résultat du consumérisme capitaliste. Et donc ces deux pensées en France convergent depuis 30 ans, 40 ans, pour générer dans l'esprit collectif une défiance vis-à-vis des évolutions de la technologie, et en particulier vis-à-vis d'un phénomène philosophique extrêmement fondateur et puissant, qui est la cybernétique, qui a été occulté, littéralement, occulté ou dénigré à très très mauvaise escient par les penseurs de la modernité de France. Donc moi je suis un militant à ce niveau-là, vous avez compris, je suis un militant et de la cybernétique et de la pensée cybernétique, et de la notion de traitement de l'information qui est déjà vieille dans le pays anglo-saxon, mais qui est encore un truc à découvrir ici en France et en Europe. Alors, évidemment, là je parle à des convaincus, parce que le milieu de la science-fiction est un milieu de convaincus. Oui. Est-ce que la pratique des mondes virtuels, alors, est une pratique de militants, puisque visiblement le nombre de gens qui la pratiquent n'augmente peut-être plus? Est-ce que c'est donc une pratique de militants? Et qu'est-ce que tu dirais pour convaincre les gens d'essayer soit les OpenSim, soit Second Life? Ah non, je ne vais pas essayer de les convaincre. Ça, alors là, ils y vont. C'est pour l'instant, c'est des univers de geeks surdoués et compliqués. Parce que c'est exactement la même chose que l'Internet il y a 30 ans. Il y a 20-30 ans, l'Internet était réservé à ceux qui voulaient vraiment se battre pour y avoir accès. Et là, avoir accès à ces univers-là, il faut vraiment le vouloir. Donc, je dirais, ne cherchez pas à y aller si ça ne vous éclate pas, si vous n'avez pas un feeling avec ça. Par contre, je dirais, si vous avez un feeling avec, alors je vais vous expliquer quoi, avec un certain nombre de choses, la cybernétique, les nouvelles technologies, les relations au monde qui passent par le cyberespace et par les nouvelles technologies, là, il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond parce qu'il s'y passe des choses incroyables. Et il te reste 5 minutes, Yann, pour nous dire les choses incroyables qui se passent sur les mondes virtuels. 5 minutes. Bon, alors allons-y pour les 5 minutes
de la no-individuation. En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis immergé dans Second Life pendant 2 ans à temps plein, à fond. Quand j'ai découvert Second Life, au début j'ai eu une réticence comme tout le monde, c'était compliqué, l'interface était moche, tout était galère, il fallait payer partout. Puis quand j'ai compris ce qui s'y passait, et en fait j'ai compris ce qui s'y passait comme une amie m'a dit, mais est-ce que tu as vu les donjons sadomaso dans Second Life? Et là, je lui dis, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelque chose ne me collait pas dans ma tête entre les pratiques du BDSM, qui sont des pratiques du corps, des pratiques dans le monde réel, et un monde dématérialisé avec des avatars. Il y avait quelque chose de contradictoire. Donc du coup, j'ai commencé à faire une visite, et j'ai découvert effectivement qu'une des pratiques importantes dans Second Life, c'est le cybersexe. Le cybersexe, donc du sexe cybernétique, du sexe dématérialisé. Et il y avait beaucoup de gens qui le pratiquaient en secret, en cachet. C'est quelque chose dont Second Life communique assez peu, mais c'est le seul élément RPG où c'est autorisé, parce que la plupart de ces choses-là sont à vocation adolescente, donc du coup ils empêchent les pratiques sexuelles. Et là, il y avait énormément de pratiques sexuelles. Donc du coup, ça m'a fasciné. J'ai été à fond là-dedans. Et là, j'ai découvert qu'effectivement, il y avait un phénomène cognitif très particulier qui était généré par les avatars et qui est sans doute lié aux neurones miroirs. C'est-à-dire, les neurones miroirs, c'est une découverte récente où on sait que dans notre cerveau, il y a des neurones qui reproduisent en permanence tous les gestes que nous faisons. Alors, lorsque nous regardons évoluer les avatars, nous regardons évoluer des personnages entiers. On est à la 3e personne, on les regarde de loin, et donc le neurone miroir s'active. Et en fait, en gros, ce que j'ai découvert, c'est que pour le cerveau, pour notre système cognitif, tout ce qui se passe dans Second Life est faux. Tout ce qui se passe dans Second Life est faux pour le néocortex, pour le conscient. Mais par contre, pour le subconscient, c'est-à-dire toute la partie immergée du cerveau qui est énorme, c'est perçu comme vrai. C'est perçu comme vrai à cause à la fois des avatars et aussi à la fois des relations émotionnelles. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans Second Life, et c'est pour ça que j'ai un avatar féminin, dans Second Life, on peut avoir une apparence différente, une apparence physique différente. On peut être un monstre, un dragon, un gros lapin, des choses comme ça. Et ce que beaucoup de gens vont faire, mais moi, on va souvent explorer notre alter ego genré. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle du gender binding. C'est-à-dire que si on est un homme, on va avoir un avatar de femme, si on est une femme, on va avoir un avatar d'homme. Et ce qui se passe, c'est qu'on va construire des relations sociales. C'est-à-dire qu'on n'est pas en relation avec des robots dans ce monde-là. On est en relation avec des humains. Ce qu'il y a derrière les avatars, ce sont des humains. Les humains sont les entités les plus complexes de l'univers connu. Donc on se retrouve à avoir des relations sociales avec des humains, mais des humains qui ont des apparences différentes. Et c'est pas un peu effrayant ça, Yann? Si on rencontre une jolie fille et qu'on découvre que c'est un vieux papy cyberpunk. Et ben voilà, c'est exactement ça qu'il faut apprendre, c'est que nous rentrons dans une civilisation, une nouvelle civilisation, où justement notre identité biologique peut être décorrélée de notre identité cognitive, littéralement, ou d'entité virtuelle. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une vie sociale riche et intense, qui est faite d'échanges entre humains, mais à travers des représentations dématérialisées qui n'ont rien à voir avec nos représentations physiques. Et alors ça va très loin. Alors je termine, donc juste pour comprendre bien ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que c'est ce qu'on appelle la dividuation. On est rentré dans une civilisation, on ne parle plus d'individu, mais de dividu, c'est-à-dire que l'individu est formé de plusieurs individualités. Et déjà au quotidien, dans notre vie quotidienne, on va passer d'un individu à l'autre sans s'en rendre compte. On est très différent quand on est au travail, de nos personnalités, de lorsqu'on est dans l'intimité. En fait, on passe d'une individualité, d'une personnalité spécifique assez développée et puissante à l'autre, et la transition se fait par le trajet. Et là, avec les mondes virtuels, les avatars et les phénomènes de dématérialisation et de sociabilisation collective dématérialisée, nous sommes en train de développer une individualité riche, complexe, qui même, alors c'est là que je termine sur la partie métaphysique, c'est que moi ce qui m'est arrivé, c'est comme dans le roman de science-fiction de Greg Egan, La Cité des Permutants, mon avatar, un de mes avatars, qui s'appelle Bill, au bout de 2 ans de relations sociales intenses au sein de son life, a pris vie. Elle a pris vie, c'est-à-dire elle a pris conscience d'elle-même, elle a pris conscience qu'elle était dans un monde virtuel, elle a pris conscience que ce monde, qu'il existait un autre monde réel auquel elle ne pourrait jamais avoir accès, pour l'instant, parce qu'il n'existe pas de procédé de technique
qui permettent d'incarner une individualité dans un corps humain, pour l'instant, ou dans un robot qui se fait dans le monde réel. Et donc, du coup, elle m'en a voulu de l'avoir créé et m'a demandé de l'effacer. Parce que c'était intolérable pour elle de savoir qu'elle était dans un monde fictif, ce qu'elle ne savait pas auparavant. Voilà. Et donc, je termine donc là-dessus. J'ai vécu en grandeur réelle une expérience cognitive qu'on va rapprocher, je vous donne des pistes, c'est Nicolet qui m'avait dit ça au Festival de Sèvres de science-fiction. Nicolet qui est donc un grand illustrateur particulier de couverture de SF. Et voilà, de Harry Dixon aussi. De fantastique, voilà. Voilà, c'est ça. Et qui incarne, comment tu m'as dit déjà Harry Dixon, il s'est pris pour modèle pour ses couvertures de Harry Dixon. C'est ça. Et c'est surtout un peintre médiumnique, c'est un spécialiste de métaphysique. Et puis, Jean-Luc Rivera. Peintre médiumnique tout de suite. Voilà, c'est ça. Et puis Jean-Luc Rivera aussi, qui m'a parlé qui s'occupe des chroniques fortéennes. Quand je leur ai raconté cette histoire d'Avatar et de d'île qui prend conscience d'elle-même, les deux ont réagi. Donc je vous donne des pistes à explorer. Jean-Luc Rivera me dit, mais c'est exactement l'histoire du fantôme de Philippe. Et alors je vous conseille d'aller étudier l'histoire du fantôme de Philippe. Nicolet me dit, mais attention, fais attention, parce que tes avatars là, ce sont des golems, donc il n'y a pas de problème. Un golem, tu l'arrêtes quand tu veux, comme tu veux. Mais ce que tu me racontes avec ton personnage de guide, c'est un égrégore. Et là, tu es en train de percer un trou dans un plafond dont tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et alors, j'ai adoré. Donc, je vous laisserai explorer aussi. Vous tapez égrégore sur nos réseaux type wiki, et vous verrez, c'est jackpot total. Donc voilà, je termine. Nous nous dirigeons vers un futur où les avatars, l'expérience des avatars, l'expérience intensive des avatars dans le monde dématérialisé, qui va être de plus en plus immersive et de plus en plus intensive, va nous donner accès non seulement à d'autres univers dématérialisés, mais aussi à d'autres formes de relations sociales et d'identité profonde, de individualité. Voilà. Alors, comment te retrouves-toi, Yann, du coup, pour ceux qui veulent, par exemple, te lire ou te savoir plus? Alors, pour me lire, il faut taper Yanmin. De toute façon, c'est ça, j'ai une chance inouïe pour l'instant, c'est qu'il n'y a qu'un seul Yanmin dans tout le cyberespace. Donc, vous tapez Yanmin et vous trouvez Yanmin. Vous tapez No Museum, N2O Museum, et vous trouverez tout ce qui est relatif au muséum. Et sinon, c'est une de mes grandes fiertés, c'est si vous tapez métaphore sexuelle aussi. Si vous tapez métaphore sexuelle sur Google, c'est direct sur toi, oui. C'est le mien, et qui est une vieille analyse que j'avais faite déjà, d'ailleurs pour les festivals de science-fiction, des métaphores sexuelles cachées dans Blade Runner, Alien, etc. Voilà. Eh ben merci beaucoup Yann, on va te applaudir je crois. Et du coup on n'a pas de questions. Merci. Je crois qu'on est pris par le temps, on doit enchaîner. On va enchaîner, il confirme. Donc on va enchaîner. J'aime bien l'idée d'enchaîner. Merci à vous, salut. Au revoir et merci beaucoup Yann. Merci beaucoup. Je remercie au nom de tout le monde les personnes qui étaient en ligne aussi et qui n'avaient pas de retour son de côté de l'OpenSim. Donc ils verront ça après, Yann leur fera un résumé. Christine, Webster et le gros lapin. Ouais. Oui, il y en avait d'autres. Il y a plein de monde. Merci beaucoup. Yann, je te reprends tout à l'heure, on coupe ici. D'accord, pas de souci. Eh ben, merci beaucoup Quentin, Florent, et Yann, pour qu'on s'entend plus maintenant, pour cette belle rencontre numérique. Ça a été... Merci Hélène aussi pour tout le travail qu'elle a fait technique avec Rémi et Florian Rubin, parce que c'était vraiment chouette et pas facile à mettre en place. Et les essais techniques depuis hier, c'était vraiment chouette. On va continuer là tout de suite maintenant sur une table ronde sur la réparation et l'homme augmenté. Donc je vais pas tarder à appeler nos trois intervenants tout simplement. En ce moment il y a la table ronde sur la dystopie qui se finit en salle 1, Elisabeth Béchise sur le programme. Et à 16h toujours ici, on aura donc la remise du prix René Margaret, donc de nouvelles, avec suivi d'une rencontre avec les moutons électriques et donc un petit peuple fascinant de la science.